Bienvenue à l'écoute de cette série de 6 capsules éducatives portant sur les essentiels sur les troubles de la personnalité. Ces capsules ont été élaborées par des professionnels du Centre de traitement Le Faubourg-Saint-Jean, qui est au CIUS de la capitale nationale. Il s'agit d'une clinique spécialisée dans le traitement des troubles de la personnalité. Ces capsules se veulent également des réponses à des questions courantes en regard du trouble de la personnalité. À qui sont destinés ces enseignements et pourquoi les faire? Nous visons d'emblée les personnes ayant un trouble de la personnalité. Nous avons comme premier objectif de donner des informations justes, issues de la recherche et de l'expérience clinique. En apprendre davantage sur le trouble est une première étape importante pour le traitement, et notamment pour vous permettre de prendre en main votre rétablissement. Nous ciblons également les familles et les professionnels de la santé. Des membres des familles sont souvent très impliqués auprès de leurs proches et pourront avoir un impact sur l'issue de la démarche auprès d'eux. Je me présente aussi, je suis Gabriel Autreny, ergothérapeute et je travaille au Centre de traitement Le Faubourg-Saint-Jean. Je suis Ève Lachance, travailleuse sociale au Centre de traitement Le Faubourg-Saint-Jean. Je suis Geneviève Beaupré, travailleuse sociale et psychothérapeute aussi au Centre de traitement Le Faubourg-Saint-Jean. Bonjour, bienvenue à la capsule d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder l'impact et l'implication des proches pour les personnes qui ont un trouble de personnalité. Donc, je suis en compagnie de Ève et Geneviève. Ève, peux-tu nous parler de c'est quoi un proche au Faubourg? Qu'est-ce qu'on considère comme un proche? En fait, ça peut être un membre de la famille immédiate ou éloigné ou un membre de l'entourage plus élargi. Donc, on pense à des amis, colocataires. En fait, c'est une personne significative pour la personne accompagnée. Donc, parfois, même, ça peut être un intervenant d'un autre secteur de service. Vraiment, c'est la personne qui est accompagnée qui va choisir qui est proche pour lui et qui peut avoir des services chez nous. Donc, selon leur rôle, en fait. Donc, soit un rôle d'assistant plus spécifique ou simplement d'être une personne qu'ils côtoient au quotidien, puis qui est présent pour les soutenir, les accompagner à un rendez-vous ou simplement les soutenir dans la vie quotidienne. Pas nécessairement là, dans les aspects médicaux, les rencontres formelles, mais en fait, lorsque la personne est en suivi chez nous, puis que c'est jugé thérapeutique et que c'est autorisé par la personne en suivi, bien nous, on considère que c'est un proche d'une personne en suivi au Faubourg. Donc, une définition peut-être un petit peu plus élargie de ce qu'on pourrait penser, puis vraiment en fonction du lien que la personne va avoir avec cette personne-là. Puis l'implication peut être assez variable en fonction de qu'est-ce que la personne souhaite, puis comment elle souhaite que cette personne-là l'accompagne dans son suivi ou la soutienne finalement. Exactement. On souhaite que ça soit assez réaliste et assez authentique avec son quotidien, donc que ça soit représenté aussi dans nos services. Parfois, les proches, bien, on pense entre autres au modèle CAP, dont on va parler un petit peu plus tard, le CAP en santé mentale, mais CAP pour étant C pour client, A pour accompagnateur et P pour partenaire. Donc, un proche peut parfois être simplement un proche, donc un membre de l'entourage, mais parfois peut être aussi un proche aidant, donc plus dans un rôle là, vraiment spécifique, soit parce que client, dans un contexte où eux-mêmes ont des éléments à travailler, vu qu'ils ont des choses à apprendre en tant que proche aidant auprès d'une personne qui a un trouble de personnalité. Ça peut les inviter à devoir travailler certaines choses chez eux, soit parce qu'ils vivent des impacts en lien avec, d'être en lien en quotidien avec une personne qui va avoir ce trouble. On va en parler un petit peu plus tard, là, des impacts spécifiquement. Ou parfois, mais parce qu'ils peuvent laisser, en fait, leur propre santé mentale au détriment de celle de la personne qui accompagne. Donc, c'est ce qu'on entend par client. Dans le rôle accompagnateur, mais c'est vraiment accompagnateur sur qui on peut compter, en fait, sur qui soit la personne qui est accompagnée peut compter ou que ce soit l'équipe soignante, en fait, sur cette personne-là, vu qu'elle a été dédiée comme personne à contacter en cas de besoin. Pour la section plus partenaire, mais on parle d'un proche qui va être une source d'information, donc une source d'information pertinente, qui va être expérimentée, donc qui va être vraiment l'expert de la situation de la personne qui l'accompagne et de leur dynamique relationnelle. Donc, ils vont être impliqués dans le suivi lorsque c'est thérapeutique, comme je disais un petit peu plus tôt, pour la personne en suivi. Puis, soit chez nous, où il y a la possibilité aussi qu'on réfère le proche ou le proche aidant là, dans un organisme communautaire qui vient plus en aide spécifiquement auprès des proches, juste
on évalue selon les possibilités puis chaque situation pour s'assurer là, que leurs besoins soient le mieux répondus, en fait. On serait rendu à une deuxième question, une question pour Geneviève cette fois-ci. Souvent, les gens vont se demander, des fois, ça peut être les proches, des fois, ça peut être les personnes en suivi, puis des fois même les professionnels de la santé. C'est quoi les impacts sur les proches de côtoyer une personne qui présente un trouble de la personnalité? C'est vraiment une bonne question, puis c'est une question qui est assez large quand même. Les impacts peuvent être très variables d'une personne à une autre. Ça peut dépendre du lien que va avoir la personne avec celle qui présente un trouble de la personnalité. Ça va être différent d'un lien à un autre, dépendant qu'on est un enfant, un parent, un frère, une sœur, un conjoint. Les impacts peuvent aussi être variables dépendant des moments dans la vie de la personne, des étapes développementales, puis vont dépendre aussi de l'état de la personne qui a un trouble de personnalité. Si elle est dans une période de stabilité versus si elle est dans une période de crise, les impacts vont être vraiment différents. On dit d'une personne qui a un trouble de personnalité en crise que ça équivaut à une famille en crise. Donc, ça dit combien là, ça peut être lourd puis difficile pour les gens qui sont des proches, qui accompagnent les gens qui ont un trouble de personnalité. Un trouble de personnalité, c'est un trouble relationnel. En fait, les difficultés se répercutent beaucoup dans les relations, se vivent beaucoup dans les relations. Donc, les difficultés de la personne vont avoir un impact important sur les proches. Les proches se trouvent pris dans les problèmes de la personne, se trouvent imbriqués dans ces problèmes-là bien souvent. Il y a plusieurs écrits qui mentionnent que les personnes qui présentent un trouble de la personnalité seraient une catégorie un peu à part pour ce qui est de l'impact sur les proches, que ça serait un des diagnostics qui est des plus difficiles à gérer puis qui prend le plus de place là, dans les familles, là, chez les gens qui ont un trouble de personnalité. Les proches vont vivre différentes émotions. Ça peut être du déni de la situation. Ils peuvent vivre aussi beaucoup de colère, des humeurs dépressives, du découragement parce que les difficultés continuent. Les proches n'ont souvent pas l'impression d'être aidants, de ne pas faire la bonne chose avec les gens qui ont un trouble de la personnalité. Puis ça peut avoir un impact important sur leur estime d'eux-mêmes. Ils peuvent vivre de la confusion aussi par rapport à la situation dans laquelle ils sont plongés, pas trop comprendre comment ça en vient aussi intense, pourquoi ils sont dans cette situation-là avec quelqu'un qu'ils aiment puis qu'ils essaient d'aider, en fait, là. Puis plusieurs vont dire aussi éprouver de la culpabilité puis de la honte par rapport à cette situation-là. C'est difficile aussi pour les proches parce qu'ils ressentent beaucoup la très grande souffrance que les gens qui ont un trouble de personnalité vont avoir. C'est excessivement difficile à tolérer. Certains vont également expérimenter une forme d'hypervigilance là, chez les proches par rapport au comportement de la personne qui a un trouble de personnalité, puis une hypervigilance qui pourrait viser à prévenir, voire à contrôler les comportements du proche. Puis ça, c'est assez difficile parce qu'on peut assister à une forme de prise en charge importante là, du proche envers la personne qui a un trouble de personnalité. Donc, les proches vont se surengager, prendre les difficultés de la personne sur leurs épaules, peuvent devenir très surprotecteurs. Puis ça s'accompagne d'une grande souffrance pour les proches aussi. Plus spécifiquement, ce qui concerne peut-être les parents d'une personne qui a un trouble de personnalité, historiquement, on les a souvent ciblés là, comme étant problématiques, comme étant la cause du trouble de personnalité chez leur enfant. Puis ça a été très stigmatisant pour eux, ça a été très difficile. On sait par ailleurs aujourd'hui là, que le trouble de personnalité est majoritairement causé par des caractéristiques biologiques qui rendent les interactions avec leur environnement familial beaucoup plus difficiles, puis ça, dès la naissance. Donc, il y a des aspects environnementaux, effectivement, mais on peut maintenant dire là, que les interactions avec l'environnement sont causées par des aspects biologiques là, qui sont souvent transmis d'une génération à une autre. OK, donc il y a quelque chose de vraiment unique et complexe à ces impacts-là en fonction du type d'interaction, puis ça peut faire vivre vraiment toutes sortes d'émotions très variées qui sont un peu au bout à l'autre du spectre. Puis ça va vraiment venir avoir un impact sur l'implication des gens auprès de leur enfant ou même le désengagement qu'ils peuvent avoir des fois quand on parle d'une relation parent-enfant ou même d'une relation proche, un peu comme Ève le définissait tout à l'heure. Et ça, certainement, ça va avoir un impact dans le suivi, tu sais, puis on va venir aborder ça sur comment on veut peut-être impliquer davantage ces gens-là ou soutenir ces gens-là. Puis je comprends qu'il y a vraiment quelque chose à regarder à quel point ça peut être complexe, là, ces interactions-là.
Je pense que tu synthétises vraiment bien, Gabrielle. Il y a vraiment quelque chose à regarder dans les relations avec les proches. Puis, je pense qu'on peut avoir en tête puis nommer dans ce balado-là aussi que les proches ont souvent été tenus à l'écart du traitement des personnes qui ont un trouble de personnalité. De plus en plus, là, on tend à les impliquer quand on a le consentement, puis ça permet de cibler les rôles, les responsabilités de chacun d'une façon adéquate aussi et juste. Un peu comme ce que tu disais par rapport à la crise. Tu dis, bien, une personne en crise, c'est une famille en crise. Il y a quelque chose dans soutenir l'ensemble du système, puis peut-être pas juste dans la crise, finalement, peut-être dans l'ensemble du traitement puis du suivi. Là. Oui, l'idée, c'est d'apporter le soutien pertinent, dépendant des étapes, en fait, là, puis dépendant de la situation de la personne avec un trouble de personnalité. Un type de soutien peut convenir à un moment où il y a une crise importante, ou je dirais peut-être juste après la crise, ça serait un bon moment pour rencontrer les proches. Puis à d'autres moments, même quand on n'est pas en crise, quand c'est stabilisé, bien là, ça va être différent ce qu'on va proposer comme soutien, comme implication. On a parlé un peu de comment les parents se sont sentis des fois à l'écart ou même blâmés, mais une question qui nous vient en tête aussi, c'est quoi que ça fait d'avoir un parent qui a un trouble de personnalité? Oui, c'est difficile de parler de l'impact du trouble de personnalité chez les proches sans envisager de façon plus spécifique l'impact que ça peut avoir d'avoir un parent qui a un trouble de la personnalité. Puis on sait aujourd'hui qu'il est possible de parler d'une transmission intergénérationnelle du trouble de personnalité. Pour les parents qui présentent un trouble de personnalité, c'est évidemment fort probable qu'ils vont transmettre l'hypersensibilité relationnelle à leur enfant. Puis ensuite, les interactions parents-enfants, l'attachement risque d'être impacté, là, puis ça risque d'être difficile dans le déroulement de tout ça, dans les étapes là, développementales. La tâche du parent qui a un trouble de personnalité, qui est hypersensible, qui a de la difficulté à gérer ses émotions, est celle d'apprendre à son enfant à se connaître puis à gérer ses propres émotions. C'est vraiment difficile pour un parent qui n'a pas de trouble de personnalité, donc on peut s'imaginer que c'est encore plus difficile quand on présente un trouble de personnalité. C'est des relations d'attachement, puis c'est dans ces relations-là souvent que les symptômes du trouble de personnalité vont se manifester fortement. On peut donc dire que souvent les enfants peuvent développer des difficultés d'attachement, avoir un sentiment de solitude, se sentir mal compris, que le parent ait de la misère à évaluer leurs besoins. Donc les enfants peuvent vivre de l'isolement, peuvent parfois avoir de la peur aussi chez les enfants en lien avec l'intensité émotionnelle qu'il peut y avoir chez quelqu'un qui a un trouble de personnalité. Ça peut susciter de l'insécurité, de l'anxiété chez les enfants également. Puis eux peuvent en venir à développer une faible estime d'eux-mêmes, puis vivre ce qu'on appelle un phénomène de pication, c'est-à-dire que c'est les enfants qui en viennent à prendre soin de leurs parents, dans le fond, plutôt que l'inverse. Puis ça peut avoir un impact majeur sur le développement de l'enfant. Chez plusieurs troubles de la personnalité, là, il y a des angoisses de séparation, une difficulté à s'autonomiser. Puis les enfants peuvent aussi vivre ça, cette angoisse de séparation-là avec leurs parents, avoir des difficultés d'adaptation dans l'apprentissage, à l'école, etc., présenter des troubles du sommeil en lien avec l'anxiété, puis eux-mêmes développer éventuellement des difficultés interpersonnelles, là, donc, ça a un impact important, là, puis je pense que c'est important quand on est un parent qui a un trouble de personnalité de s'informer là-dessus également. Là. Il y a comme des chances qu'il y ait quelque chose de biologique qui se transmette dès le départ, un peu comme tu disais tout à l'heure, mais qui contribue à ce qu'il y ait quelque chose qui se développe, qu'il y ait des dynamiques qui s'installent puis qui peuvent mener jusqu'à la parentification ou les autres éléments que tu nous as mentionnés. Donc, on peut penser qu'il y a vraiment quelque chose qui s'accompagne sur une longue période pour ces enfants-là, puis il y a quelque chose à regarder à vraiment différentes étapes de leur développement, autant pour les parents qui sont avec ces gens-là que pour les intervenants qui seraient l'intervenant de ce jeune-là ou du parent qui a un trouble de personnalité, dans le fond. Oui, tout à fait, Gabrielle. On pourrait penser que deux personnes avec une hypersensibilité vont bien se comprendre, vont être capables de bien s'arrimer. Mais en fait, entre un parent et un enfant, ça peut souvent être l'inverse. Ça rend ça encore plus complexe, la tâche de s'attacher puis de s'apprendre des choses. Puis je trouve ça important quand tu mentionnes que comme intervenant, nous,
je pense qu'on a une responsabilité là, d'être attentif à ces enfants-là qui grandissent dans des milieux parfois invalidants où c'est difficile d'apprendre à gérer leur propre hypersensibilité relationnelle, puis de se montrer sensible à ces parents-là également, là, qui ont une tâche. Déjà, élever des enfants, c'est banal, puis c'est tough pour tout le monde. Donc, je pense que pour ces parents-là, on peut avoir une pensée pour eux, puis leur donner l'aide adéquate. Merci. On serait rendu à une question qui nous apparaît évidente à ce stade-ci. Tu sais, on a parlé de l'implication, on a parlé de leur rôle, puis justement, ça serait quoi le rôle puis la place des proches dans le traitement? Encore une fois, comme pour notre première question, ça peut être très variable, le rôle et l'implication selon les phases du traitement, mais aussi selon la position de la personne qui a un trouble de personnalité. La confidentialité est un enjeu quand même pour ce qui est de l'implication des proches dans le traitement. Je rappelle là, que la personne qui est en suivi doit donner son accord. Par contre, il y a des choses là, qui peuvent être très accessibles pour les proches, même si la personne qui a un trouble de personnalité n'a pas donné son accord pour ce qui est de la confidentialité. On peut toujours transmettre là, des informations générales sur le trouble de personnalité, sur le traitement qui est disponible, sur le traitement qui est prodigué dans une ressource. Donc, c'est toujours possible pour l'équipe traitante là, de parler des services qui sont offerts, de parler de l'approche qui est favorisée, puis aussi des ressources disponibles dans la communauté là, sans entrer dans les données confidentielles. Il arrive fréquemment que les gens en traitement acceptent que leurs proches soient partie prenante du traitement. Puis à ce moment-là, c'est très important là, qu'on soit sensible au rôle de la personne. C'est important que papa demeure un papa, qu'une maman demeure une mère, puis que c'est pas indiqué que les proches là, prennent un rôle d'intervenant ou changent le rôle là, dans la famille. C'est pas indiqué qu'ils en prennent trop sur leurs épaules. Puis leur implication permet d'ailleurs de clarifier, je l'ai mentionné tout à l'heure, là, le rôle et les responsabilités de chacun. Puis dans le traitement d'une personne qui a un trouble de personnalité, l'idée de la responsabilisation puis d'une responsabilisation qui va être adaptée à l'étape développementale de la personne en traitement, c'est primordial, là, puis c'est quelque chose qui est central, là. Fait que quand les proches acceptent de s'impliquer, puis quand la personne en suivi est d'accord, ça permet de clarifier ça, puis que tout le monde se sente à l'aise de jouer le rôle qui a été discuté puis réfléchi ensemble. On peut changer des choses de façon graduelle. On peut réfléchir au plan de crise avec les proches également. Puis ça peut permettre là, ça peut permettre aux proches de se reculer un peu puis de reprendre un rôle plus adéquat puis de se sentir plus aidant au final, là, je pense. D'impliquer les proches, là, ça peut permettre de réfléchir de façon individualisée sur la dynamique relationnelle. Des fois, on va identifier des éléments qui sont problématiques puis on va pouvoir se permettre de les nommer, de les travailler. Fait que ça peut être intéressant autant pour le proche que pour la personne en suivi parce que c'est très souffrant souvent les relations qui sont parties là, puis il peut y avoir des cycles là, relationnels là, dans lesquels les proches puis la personne sont pris, puis ça nous permet d'identifier ça puis de le nommer. Chez les parents là, qui ont encore leur jeune à la maison, jeune adulte, là, ça peut aussi permettre de les sensibiliser à l'hypersensibilité puis à l'importance du climat émotionnel dans la famille, dans le fond, qu'ils soient peut-être un petit peu plus attentifs au climat émotionnel puis que les interventions soient plus ajustées. Ça peut permettre de leur donner l'occasion d'être plus validants émotionnellement avec leur enfant aussi. On peut commencer à pratiquer ça ensemble, puis après ça se repasse à la maison. Fait que c'est tous des rôles qui peuvent jouer, puis un travail qu'on peut faire ensemble. Ça permet, c'est ça, de mettre des mots sur ce qui est vécu, de déstigmatiser, comme je le mentionnais, d'encourager la prise d'autonomie chez la personne qui a un trouble de personnalité, mais aussi aux parents puis à l'équipe traitante d'aller dans le même sens, d'être cohérents les uns avec les autres, d'élaborer une compréhension commune de ce qui se passe avec la personne qui a un trouble de personnalité, puis d'aller tous dans le même sens, là, un sens qui est favorable au rétablissement, dans le fond. Donc, c'est un petit peu ça, le rôle et la place des proches là, dans le suivi. OK, merci. Donc, il y a vraiment comme un premier aspect qui est de s'assurer que la personne, si elle a besoin de soutien, si elle a besoin d'informations, là, vraiment, il y a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là.
Et après ça, on peut vraiment venir clarifier un peu les rôles de chacun, clarifier l'implication de chacun. Et ça peut même nous permettre d'aller un petit peu plus loin puis de travailler un peu des fois les dynamiques qui peuvent s'être installées, puis de s'assurer que chaque personne reprend un peu les différents rôles qui sont les leurs, papa, maman, enfant, puis d'aller chercher quand même vraiment le maximum de ces relations-là. Et ça, c'est vraiment un peu par étapes qu'on peut y aller finalement avec ces gens-là, finalement. Exactement. C'est important de mentionner que c'est par étapes parce qu'au départ, tout le monde a à apprendre sur c'est quoi le trouble de personnalité puis tout ça. Puis après ça, là, dépendant de la pertinence de tout ça, bien, on peut aller un peu plus loin puis permettre de rétablir un espèce de confort dans la famille, dans l'environnement de la personne qui a un trouble de personnalité. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va travailler. Puis, tu sais, dans l'implication des proches, les rencontres, elles se font ensemble, elles se font séparément, elles se font individuellement. Tu sais, comment ça se passe, la réflexion au niveau de comment on fait ça, tu sais? Toutes ces réponses sont bonnes, j'ai le goût de dire. Là, on peut les faire. C'est sûr que le point de départ, c'est de savoir dans quelle situation la personne qui est en suivi va être le plus confortable. Après ça, on va se permettre comme équipe clinique de se positionner. Ce serait quoi qui serait le plus pertinent? Est-ce que ça serait des rencontres avec le proche? Est-ce qu'il y a des besoins au niveau de l'éducation psychologique chez les proches qui pourraient se faire à côté, là, dans un suivi à côté? Puis éventuellement, on va aller peut-être vers des rencontres tout le monde ensemble, puis on va toujours le discuter avec la personne en suivi. Puis c'est important, comme équipe traitante, là, d'avoir la réflexion à ce qui va être le plus thérapeutique. Fait que souvent, les gens demandent des choses, mais on va vraiment prendre le temps de le réfléchir, prendre du recul pour réfléchir à quel impact ça va vraiment avoir. Nous aussi, comme intervenants, comme équipe traitante, on doit réfléchir beaucoup à notre relation avec la personne qui est en suivi, puis on le fait aussi pour nos interventions auprès des proches, auprès des familles. Ça nous ramène un peu à ce que tu disais tout à l'heure, mais il y a vraiment cette importance-là de développer une compréhension commune puis de développer quelque chose de cohérent. Puis là, on ajoute quand même différentes parties dans ce traitement-là, fait qu'il y a encore un accent qui est peut-être plus important sur cette cohérence-là, vu qu'il y a d'autres parties impliquées dans le fond. Exact. OK. Donc, Ève, une prochaine question qui s'adresserait plus à toi. On a parlé un peu de... Tout à l'heure, vous avez nommé, des fois, ça se passe au faubourg, à la clinique comme telle. Ça peut se passer dans les ressources aussi. Ça serait quoi, justement, ces ressources-là pour les proches des gens qui ont un trouble de personnalité? En fait, ce sont des ressources spécialisées auprès des proches dont j'aimerais vous parler d'abord. Mais je dirais, Gabrielle, aussi que parfois, c'est complémentaire. Donc, les personnes peuvent avoir un suivi chez nous avec la personne qui les accompagne et l'un n'empêche pas l'autre. Ils peuvent par la suite ou en parallèle aller aussi consulter auprès des organismes qui font partie de CAP en santé mentale, qui est un réseau d'organismes d'aide aux proches. Donc, vraiment un site Internet avec plein d'outils sur lesquels on peut aller fouiner, là, vraiment apprendre plein de choses, voir des témoignages aussi de des proches, des témoignages de des personnes accompagnées pour voir qu'est-ce que l'implication de leurs proches dans leur suivi ou dans leur quotidien a pu causer de bénéfique. Parfois, en fait, on pense aussi à des contextes où il peut y avoir des faits nouveaux dans une situation. Donc, c'est sûr que si on revient un peu au faubourg, chez nous, comme équipe soignante, équipe traitante, on aime bien être au fait des faits nouveaux lorsqu'un proche peut nous contacter là, pour nous donner de l'information, vu que les proches, eux, ne brisent pas de confidentialité lorsqu'ils nous contactent. Ils peuvent nous contacter pour nous donner des informations s'ils considèrent qu'il y a un risque qui peut être présent ou s'ils ont de grandes inquiétudes qu'ils portent. Et à l'inverse aussi, quand les proches, quand les personnes qui les accompagnent sont plus stables, les proches reviennent un peu dans leur rôle initial, là, donc dans leur rôle de père, leur rôle d'enfant. Donc, dans ces contextes-là, peut-être qu'ils n'ont plus nécessairement besoin d'être en contact avec l'équipe traitante, mais qui souhaiteraient travailler quelque chose de leur côté quand même, rester en lien avec d'autres personnes qui vont vivre des situations semblables comme eux. Donc, ces organismes-là peuvent servir à tous ces événements-là. Savoir comment nous contacter l'équipe traitante si, justement, il y a des faits nouveaux et que la personne en suivi n'accepte pas qu'on ait de lien avec ses proches. Donc, on parle dans la région 03, le Cercle polaire.
et La Boussole, qui ont le même mandat, la même mission. Par contre, pas toujours les mêmes services. On pense à des thématiques de groupes différentes, des ateliers qui peuvent être aussi complémentaires l'un et l'autre. Donc, à Charlevoix, il y a l'organisme La Marée et l'Arc-en-Ciel pour la région de Portneuf. Donc, ça, c'est pour la région 03, mais en allant sur le site Internet de Cap Santé, en fait, là, vraiment, on parle de tous les organismes à travers la province de Québec qui peuvent venir en aide aux proches. Ça, c'est pour vraiment plus là, les endroits physiques là, qu'on recommande là, pour aller consulter. Entre autres aussi, ils peuvent accompagner les proches dans un contexte, je parlais là, d'éléments à risque, de dangerosité, pour pouvoir être accompagnés pour faire une demande d'évaluation psychiatrique pour une personne qui est dans leur vie, lorsqu'il n'y a pas de diagnostic ou lorsque la personne ne croit pas être malade, ne souhaite pas avoir de traitement, d'accompagnement, soit au niveau médical ou au niveau psychosocial, avec ou sans diagnostic. Là. Donc, dans des contextes où on n'a pas de collaboration de la personne malade, les proches peuvent quand même aller chercher de l'aide dans ces organismes-là. Sinon, il y a d'autres sites qu'on peut suggérer aussi qui vont vraiment parler plus spécifiquement du trouble de la personnalité limite. Jusqu'à présent, on parlait des troubles de personnalité, là, mais pour celui plus limite, aussi connu là, sous le nom de borderline, c'est Connexion familiale, donc qui peut... le site Internet, c'est proche au pluriel borderline.org. Et il y a aussi l'Association internationale de connexion familiale de proches borderline aussi, là, sur le même site qu'on peut trouver, qui est vraiment intéressant là, au niveau de lecture suggérée pour en apprendre un peu plus sur le trouble de personnalité limite, mais aussi parfois les attitudes à adopter là, dans notre accompagnement pour que ça se passe le mieux possible, vu qu'on a tout un objectif commun qui est que la personne qu'on accompagne soit le mieux possible, mais tout en considérant aussi le vécu des proches. Pour terminer, je recommanderais 2 lectures. La première, c'est Vivre avec un proche impulsif, intense et instable de Sandra Dauteuil et Caroline Lafont. Donc, c'est vraiment un livre de poche intéressant dans lequel les proches peuvent mettre des mises en situation, réfléchir vraiment à leur accompagnement. Puis, c'est des petits ateliers là, qu'ils peuvent faire là, en individuel avec eux-mêmes, mais qui sont quand même bien guidés. Ensuite, on pourrait parler du manuel du borderline qui est un indispensable. Vraiment intéressant pour pouvoir en connaître plus, justement, et vraiment déstigmatiser quand même là, en fait, le diagnostic de personnalité limite. Celui-ci a été rédigé par Martin Desailles, Nader Péroud et Bernadette Grosjean. Donc, voilà. Puis, par rapport au site suggéré aussi, je vous invite à aller regarder. Il y a quand même des bonnes bibliographies aussi qui sont en référence. Donc, on retient qu'il y a vraiment comme une multitude de choses qui peuvent venir aider les gens, de ne pas hésiter à aller chercher ces informations-là, à aller lire, de ne pas hésiter. Tu sais, moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi de dire, bien, même si la personne proche de moi, elle n'est pas en suivi, je peux aller chercher de l'aide. Tu sais, il existe des types de groupes, des types de ressources pour me soutenir si la personne a de la difficulté à reconnaître les difficultés qu'elle peut vivre de son côté. Et vraiment tout l'aspect dont on a parlé aussi, mais dans le traitement, dans le suivi, l'implication puis le soutien qu'on peut aller chercher. Donc, il y a vraiment quelque chose de varié, que ce soit plus quelque chose en surface, quelque chose de plus approfondi, quelque chose de plus pratico-pratique, mise en situation là, avec ce que tu nous mentionnes aujourd'hui. Là. Absolument, c'est vraiment bien dit. Puis surtout, des sources fiables, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça prend la peine aussi de pouvoir les recommander. Comme ça, bien, on sait justement que c'est avec les données plus à jour versus là, les connaissances que l'on avait qui étaient peut-être plus défaillantes dans le passé, dont Geneviève parlait aussi. Puis, donc, d'aller se documenter, ça peut être autant complémentaires avec des gens qui ont un suivi ou des personnes, effectivement, qui sont plus, qui ont juste besoin d'être un peu autodidactes là-dedans puis s'informer davantage. En terminant, il me resterait à vous remercier pour ça, mais juste avant ça, j'aurais envie de peut-être vous demander un mot de la fin, une chose avec laquelle vous repartez ou une chose avec laquelle vous souhaitez que les gens repartent de cette rencontre-là aujourd'hui.
Bien, merci à toi aussi, Gabrielle, pour ton rôle. Puis je pense que s'il y avait une chose que j'aurais le goût de transmettre aux gens qui vont écouter le balado, dans le fond, ou de permettre, c'est peut-être de se déculpabiliser des situations difficiles dans lesquelles ils sont pris, puis de rappeler que on a longtemps pensé que c'était de la faute des parents si les gens développaient un trouble de personnalité, mais qu'aujourd'hui, les recherches nous disent que c'est pas le cas, puis que les relations ont un rôle à jouer, puis c'est pour ça que c'est pertinent de les impliquer dans le traitement, les proches. Mais l'idée du balado, bien, en tout cas, c'est de déstigmatiser puis déculpabiliser autant les proches que les personnes qui ont un trouble de personnalité, je pense. Merci, Geneviève. Puis Ève, de ton côté? En fait, j'ajouterais de ne pas rester seul. Autant là, les proches peuvent avoir besoin aussi d'accompagnement, même s'ils se considèrent comme des accompagnants depuis peut-être quelques années. Peut-être que c'est tout nouveau, mais c'est un rôle qui demande énormément d'implication, mais ils peuvent aussi se préoccuper d'eux-mêmes. Et vraiment, autant qu'on ne souhaite pas que les gens qui sont en suivi avec nous soient seuls, délaissés dans leur souffrance, mais c'est la même chose pour les proches et les proches aidants. On souhaite vraiment qu'ils puissent avoir accès à des services le plus possible. Donc, on souhaite les impliquer, on souhaite qu'ils aillent chercher l'aide nécessaire. On a parlé de tout ce qui existe. Et ça, vraiment, c'est essentiel. Puis Geneviève, ouais, tu voulais ajouter? Bien, je me dis d'impliquer les proches, de s'informer, c'est vraiment une façon de préserver la relation avec la personne qui a un trouble de personnalité. Fait que c'est l'aspect que je trouve important à mentionner parce que pour tout le monde, c'est important de préserver la relation, de la faire durer, etc. Fait que je pense que de s'impliquer puis de s'informer, c'est une façon de... Fait qu'on veut que les gens ils préservent leur relation, leur rôle, un peu comme vous avez mentionné tout à l'heure. Puis ça, bien, ça peut passer par le soutien qu'ils peuvent aller chercher, ça peut passer par aller chercher de l'information, puis ça peut passer par s'impliquer davantage dans les suivis. Puis c'est ça qu'on souhaite, dans le fond, un peu tout rendre ça plus accessible, plus disponible pour ces gens-là, pour leurs proches, pour les systèmes, dans le fond. Exactement. Bien, merci beaucoup pour cette rencontre-là aujourd'hui. Merci.